Coup de projecteur dans ce journal sur le premier laboratoire du bâtiment et des travaux publics qui célèbre en ce mois d'octobre ses 60 années d'expertise. Et comme toutes les fins du mois d'octobre, la ville de Bassam vibre en ce moment au rythme de l'Abissa, une fête propre au peuple Onzima. À l'international, les autorités sanitaires américaines revoient leur position quant aux mesures prises pour lutter contre Ebola dans les aéroports. Vous suivez le journal sur RTI2. Bonjour à tous. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le tout premier laboratoire du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire, le LBTP, a 60 ans. Occasion pour la rédaction de RTI2 de mieux vous faire connaître l'entreprise et c'est dans ce reportage signé Christelle Menant. Une conférence de presse pour lancer les festivités de son 60e anniversaire. Créé en 1954, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, en abrégé LBTP, est depuis 1993 une société anonyme à participation financière publique majoritaire. Dotée d'une expertise reconnue par les professionnels en Afrique de l'Ouest et du Centre, ses missions restent méconnues des profanes, du grand public en général. Ce 60e anniversaire offre l'occasion de mieux se faire connaître de ceux-ci et pour ce faire, le directeur général a bien voulu se prêter à un exercice de présentation. Le LBTP est là pour aider les Ivoiriens à avoir des bâtiments solides pour éviter que ces bâtiments où ils ont mis des millions et des millions s'écroulent, pour avoir des installations électriques solides, pour aider le gouvernement à avoir des ponts, des routes, des ports, des aéroports qui sont solides. Des missions d'essai, d'études, de contrôle qualité, d'expertise, de sécurisation électrique et d'économie d'énergie accessibles à tous et qu'il faut résumer ainsi. Répondre aux problèmes géotechniques posés par la construction d'ouvrages de génie civil et de bâtiments. 60 ans d'expertise qui enregistrent la participation de l'entreprise à d'importantes réalisations nationales et sous-régionales, notamment le Palais des Sports de Trècheville, les ponts de Gaulle et Henri Konan-Bédier, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et le pont Sao Vicente en Guinée-Bissau. L'entreprise emploie près de 200 agents et elle ouvrira ses portes le 31 octobre après une journée de réflexion sur le bilan et les perspectives ce 30 octobre. Quelle stratégie pour une gestion durable des produits chimiques? La question fait en ce moment l'objet d'un atelier ici même à Abidjan. Atelier qui doit aboutir à une validation du document de synthèse avant sa soumission pour adoption au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Félix Amani Grascando. Protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des produits chimiques, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement ivoirien. Malgré les efforts consentis, l'on constate que ces substances chimiques présentent d'énormes risques et dangers pour la population. Il est donc important d'adopter une stratégie de gestion de ces produits chimiques en vue de réduire leur impact négatif sur l'homme et l'environnement. Il s'agit d'examiner et de valider un outil qui va permettre à notre pays de gérer de manière écologiquement rationnelle les produits chimiques, c'est-à-dire une gestion des produits chimiques qui sauvegarde l'environnement et la santé des populations. Nous avons le problème de la gestion des déchets médicaux qui contiennent aussi des substances chimiques. Nous avons aussi des pratiques comme le brûlage des pneus en plein air. Donc c'est l'ensemble de toutes ces préoccupations que nous avons consignées pour que nous puissions ensemble, avec tous les partenaires, gérer de manière écologiquement rationnelle les produits chimiques en Côte d'Ivoire. On se souvient très bien du Pobo Koala. C'était des produits chimiques qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Il faut de part que nous ayons un Pobo Koala interne à nous-mêmes. C'est pour cela que cet atelier nous paraît essentiel pour faire vraiment la cartographie des produits chimiques et de savoir quels sont les outils qui sont réservés à la bonne gestion, notamment à la gestion écologique. Ce document de stratégie nationale de gestion des produits chimiques va donc conduire à des solutions durables en matière de gestion des produits chimiques. La cantine de l'école primaire publique de Kofi-Kro dans la commune de Bingerville vient d'être réhabilitée. De plus, les habitants de ce village ont reçu des dons en nature pour améliorer leur quotidien. Des actes humanitaires de 2 associations ivoiriennes qui visent à soutenir les initiatives de développement déjà amorcées par le gouvernement ivoirien. Par Gassoro Kone. Les populations de Kofi-Kro, village situé à environ 15 km de Bingerville, sont heureuses. Elles viennent de recevoir des dons en nature d'une valeur de 40 millions de francs CFA de la part de l'ANCPCI, Association nationale pour la citoyenneté et la prévention en Côte d'Ivoire. Les responsables de cette structure, en plus de ces dons,
décide d'achever et réhabiliter la cantine scolaire du village. Nous sommes ici aujourd'hui pour contribuer à améliorer le cadre et la qualité de vie dans ce village et surtout pour la scolarité. L'initiative est de Amon Angba Lucien, fils de village de Kofikro. Je me souviens qu'il y a des enfants qui ont dû arrêter l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir se restaurer à midi. Vous savez, il faut faire 7 km, aller des enfants de 6 ans. On vous donnait peut-être 25 francs à 15 francs pour se restaurer. Et quand tu perdais l'argent, ils n'arrivaient pas à manger. Donc pour eux, ils préféraient fuir, ne même pas aller ce qu'on appelait l'école buissonnaire. Il y a des amis malheureusement qui ont connu ça, qui n'ont pas pu arriver là où nous sommes arrivés. Chefs de village, élèves, parents d'élèves et responsables de l'école, tous saluent le geste de l'ANCPCI. Notre jeune cadre, Amon Angba Lucien, est vraiment dévoué. Il fait beaucoup pour ce village. On est dépassé. On ne savait pas que ce serait quelque chose de grandiose comme ça aujourd'hui. Notre école regorge d'élèves qui viennent de contrées différentes. Ça fait qu'à midi, ils ont des problèmes pour se restaurer. Et souvent, quand ils repartent à la maison pour manger, ils reviennent en retard. Donc avoir la cantine sur place, ça va nous permettre quand même de finir avec le taux d'absentéisme dans nos classes. L'ANCPC Côte d'Ivoire a eu le soutien des membres de l'ANCPC de France, comme Kofikro, les villes de Yamsoukro, Tafiré, Korogo et bien d'autres villes et villages de la Côte d'Ivoire bénéficieront de ce projet de réhabilitation. Revenons maintenant sur la journée du patrimoine audiovisuel qui a été commémorée ce 27 octobre. À Boaké, les activités au cours de cette journée étaient axées sur le thème « L'archive audiovisuelle face au passage au numérique ». On fait le point avec Kwadjo Kwame, RT Boaké. Moyen de prouver et de garantir des droits. Les archives constituent des sources pour l'historien ou pour quiconque veut connaître le passé. Les documents audiovisuels, les films, les émissions radiophoniques et télévisées sont des enregistrements précieux. L'importance donc du patrimoine audiovisuel aujourd'hui et pour les générations à venir n'est plus à démontrer. D'où la nécessité de prendre conscience de la fragilité et de la vulnérabilité du patrimoine audiovisuel et de l'importance de leur préservation. Or, aujourd'hui, avec le numérique, on ne peut pas toucher la matière. Il est informatisé. La numérisation nous permet, et en plus, d'apporter une certaine qualité visuelle et sonore aux éléments que nous aurons. Parce qu'avec le satellite, aujourd'hui, tout va être numérisé. Et si vous restez dans cette carcan d'analogie, vous allez voir que vos images, comme aujourd'hui on dit mon téléviseur neige, vous allez avoir des images comme ça d'ici 25 juin 2015. Le patrimoine audiovisuel menacé risque de disparaître. La représentante du représentant pays de l'UNESCO invite à prendre des mesures douanes pour relever cet autre défi, afin de sauvegarder le patrimoine audiovisuel commun de l'humanité. Au nombre des patrimoines porteurs d'enseignement, d'information et de connaissances à partager l'état civil. Il est nécessaire de conserver les registres d'état civil pour pouvoir retrouver l'identité de chacun de nous en cas de sinistre. Donc, c'est la numérisation qui nous permettra de le faire plus facilement et dans le développement durable. Pour le secrétaire général de préfecture, agissant au nom du ministre de la Communication, il est utile d'élaborer des principes directeurs pour protéger et conserver ses œuvres. Le Parlement ivoirien est en phase avec cette célébration. Pour le passage au numérique, Madame le député de Boaké s'interroge sur comment réussir ce basculement sans grand dommage. En bref et en image, la Bissa est une fête culturelle et de réjouissance orchestrée par la communauté Nzima. Elle est célébrée pendant une semaine chaque année à la fin du mois d'octobre dans la ville de Grand Bassam. Cette année 2014, la Bissa a débuté ce dimanche 26 octobre et va s'achever le dimanche prochain 2 novembre. Elle symbolise les concepts de démocratie et de justice sociale en pays Nzima et également la nouvelle année chez ce peuple venu du Ghana.
Au Burkina Faso, plusieurs centaines de milliers de manifestants, 1 million selon les organisateurs, sont descendus dans les rues de Ouagadougou hier mardi 28 octobre. Ils protestaient contre la décision du gouvernement de procéder à une modification de la Constitution. Modification qui permettrait au président actuel Blaise Compaoré d'être candidat à la présidentielle en 2015. L'opposition parle d'1 million de manifestants dans les rues de Ouagadougou. Mais sans rentrer dans des bagarres de chiffres, on n'a jamais vu ça de mémoire de Burkinabé. Les manifestants s'opposent à la révision constitutionnelle qui devrait permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. La place de la Nation, point central de la capitale, débordait de monde. Les slogans hostiles au régime fusent de toutes parts. Hier déjà, ce sont les femmes qui ont envahi les rues, bien décidées à se faire entendre. Elles brandissaient des spatules, symbole de leur défiance à l'égard des hommes, et surtout à l'égard de l'actuel président Compaoré qui tente de se maintenir au pouvoir après 27 ans à la tête du pays. Il faut que l'Afrique avance. Il faut qu'au Burkina, qu'il n'y ait plus un président qui fasse plus de 10 ans, parce que nous devons avancer. L'opposition qui organisait cette manifestation parle d'un coup d'État constitutionnel. Elle appelle le président à écouter son peuple, à écouter ses maires. Contre le coup d'État constitutionnel. Elles ont soutenu Blaise Compaoré pendant 27 ans de pouvoir. Mais quand elles lui disent qu'il a assez fait, que cela suffit, il doit comprendre le message de ses mamans. C'est jeudi que le Parlement doit voter le projet de loi visant à réviser l'article 37 de la Constitution. L'opposition et la société civile entendent bien continuer à faire pression sur les parlementaires dans la rue pour qu'ils n'adoptent pas cette loi. En bref, la Zambie est en deuil. Le président zambien Michael Sata est décédé à Londres hier mardi 28 octobre. Âgé de 77 ans, sa santé fragile l'avait conduit à une hospitalisation depuis quelques jours. La mise en quarantaine obligatoire pour tout voyageur en provenance d'un pays touché par le virus Ebola. Une décision des autorités sanitaires américaines très critiquée et qualifiée d'inhumaine pour certains. Après donc la polémique, la mesure a été revue. Suite à la polémique sur la mise en quarantaine imposée par certains États américains, les autorités des États-Unis ont proposé lundi de nouvelles mesures pour contrôler les voyageurs revenant de pays touchés par Ebola en 4 catégories en fonction des risques. Les centres américains de contrôle et de la prévention des maladies rappellent qu'une personne n'est contagieuse que si elle développe les symptômes de la maladie. L'ONU a lancé un appel à ne pas stigmatiser les soignants de retour d'Afrique de l'Ouest. On ne doit pas faire subir des restrictions qui ne sont pas basées sur la science. Ceux qui développent les infections doivent être soutenus et non pas stigmatisés. Le meilleur moyen pour se protéger contre le virus d'Ebola, c'est de stopper l'épidémie sur place, à la source en Afrique de l'Ouest. Ces nouvelles mesures concernent moins de 100 personnes par jour qui arrivent dans un des 5 aéroports américains où sont contrôlés les voyageurs venant du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée, pays les plus touchés par l'épidémie. Sont considérés à haut risque le personnel médical ayant soigné des malades d'Ebola. Le cas de Samantha Power, ambassadrice américaine aux Nations Unies, actuellement en visite en Afrique de l'Ouest, a été évoqué. Pour elle, les travailleurs de santé doivent être traités avec respect à leur retour. Il est très important que les personnels qui viennent ici, qui quittent leur famille, quittent une vie assez confortable pour venir soigner l'Ebola sur place. C'est très important qu'ils soient bien accueillis à leur retour aux États-Unis. Dans le même temps, je pense que la crainte des gens est légitime. Une infirmière américaine de retour de Sierra Leone, placée d'office en quarantaine alors qu'elle ne présentait aucun symptôme, a affirmé avoir été traitée en criminelle à son arrivée au New Jersey. Le Pentagone a annoncé cependant que les soldats américains de retour de mission contre Ebola en Afrique de l'Ouest seraient placés à l'isolement pendant 3 semaines sur la base de Vicenza, en Italie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite à des programmes sur RTI2.